Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire que nous organisons au 18-19. Donc, comme vous le savez, on a organisé cette semaine toute une série d'événements sur le thème de la localisation pour vous aider à mieux savoir, mieux déterminer où et comment vous installer à Bruxelles. Alors, ce matin, donc, on a Laurine qui va vous parler de tout ce qui est amélioration de la visibilité et aménagement de votre commerce. Alors, un petit mot sur le 18-19. Donc, on est le service régional d'information et d'orientation pour les entrepreneurs à Bruxelles. Donc, quel que soit votre secteur d'activité et votre stade d'avancement, donc que vous soyez vraiment au stade du projet ou une entreprise, un commerce existant, vous pouvez nous contacter pour avoir des informations de première ligne, des premières réponses à vos questions et éventuellement être réorienté vers notre réseau de partenaires. En dehors de ce service-là, on organise également des événements, voilà, comme cette semaine thématique, toute une série d'ateliers, d'événements de networking, etc., tout au long de l'année. Alors, comment contacter le 18-19 Eh bien, le 18-19, c'est simplement un numéro de téléphone que vous pouvez composer tous les jours ouvrables de 9h à 13h. Vous pouvez également nous envoyer un mail et aussi vous inscrire à la newsletter qui est envoyée tous les 15 jours et qui reprend vraiment beaucoup d'informations utiles, les actualités économiques, des portraits d'entrepreneurs, etc. Alors, le site internet, ici, il y a un petit print screen donc, de la page d'accueil parce que c'est vraiment une mine d'informations sur différents sujets. Et on a également un guide spécifique pour les commerçants et les établissements Horeca. Donc ça, c'est un guide online qui regroupe vraiment toute l'information utile si vous voulez ouvrir un commerce ou un café ou un restaurant. Donc que ce soit le financement, les autorisations, les démarches administratives, les assurances, etc. Le 18-19 est également présent sur les réseaux sociaux, notamment via une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez pas mal de webinaires disponibles en replay. Donc voilà, notamment sur l'e-commerce, puisqu'on a organisé des semaines thématiques sur ce thème-là, qui est bien complémentaire et indispensable à l'heure actuelle à un commerce physique. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube, vous trouverez du contenu vraiment intéressant. Et alors, petite info pratique pour ce matin. Donc, vous aurez la vidéo disponible en replay dans les prochains jours. Vous recevrez également les slides de Laurine par mail d'ici voilà, le début de la semaine prochaine. Et vous pouvez également, durant tout le webinaire, poser vos questions donc via un petit onglet questions qui est vraiment dans votre panneau de configuration. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation et avec Laurine, on prendra un moment à la fin pour un question-réponse en direct. Alors là, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas, qui semble pas nous entendre. Et donc, je vais peut-être demander aux autres personnes en levant la main virtuelle qu'au niveau audio, tout est OK. De bien confirmer. Alors moi, je vais peut-être juste désactiver ma webcam parce que c'est peut-être aussi un problème de connexion. OK, donc j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui lèvent leurs mains. Ou en tout cas, on me confirme qu'au niveau audio, c'est OK. Super. Voilà. Ça a l'air de fonctionner sans la vidéo. Alors, je vais laisser la main à Laurine qui pourra partager son PowerPoint. Oui. Bon, du coup, je vais aussi supprimer ma vidéo. Oups. Alors, voilà. Voilà, je lis qu'apparemment au niveau audio, c'est un peu saccadé. Donc normalement, en coupant la webcam, ça devrait mieux fonctionner. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on est un petit peu coincé et dépendant de la connexion Internet. Mais voilà, sans les vidéos, ça devrait aller mieux. Très bien. Bon, donc, fais-moi signe si jamais il y a de nouveau des soucis avec l'audio. Parfait, je fais J'essaierai ça. de parler plus lentement. Voilà. Donc, bonjour à tous et bienvenue
à cet atelier sur comment renforcer la visibilité et la notoriété de son commerce, qui est donc organisé dans le cadre de la semaine thématique du 18-19. Alors pour ma part, donc, je m'appelle Laurine et je travaille au sein de l'équipe retail chez Hub Brussels. Donc Hub Brussels qui englobe également le 18-19. Au niveau de l'équipe retail, on s'occupe vraiment de tout ce qui concerne l'accompagnement à la création, à l'ouverture d'un commerce, ainsi que le suivi une fois que le commerce est ouvert. Et donc par commerce, j'entends commerce de détail, commerce alimentaire ou activité HoReCa, donc restauration, bar, café. Au niveau de l'accompagnement, on travaille plus spécifiquement sur base d'un business plan et donc il y a vraiment un challenge du business plan, de son contenu, avec un travail sur notamment l'analyse de la concurrence, l'étude du buyer persona et la grosse force aussi de l'équipe, c'est vraiment le travail sur la stratégie d'implantation. Donc on a une grande connaissance des différents quartiers de Bruxelles et en fonction du projet, de l'activité que vous voulez développer, on peut vous conseiller donc sur l'endroit qui correspondra le mieux, on va dire, à vos besoins et à vos objectifs, ainsi qu'aux besoins en termes de clientèle et de ce qui existe déjà. Et alors un service qui existe maintenant depuis 2 ans, c'est un accompagnement en stratégie de communication. Et donc cet accompagnement est offert par moi-même. Donc en ce qui me concerne, je travaille uniquement sur la stratégie de communication, c'est-à-dire la visibilité d'un commerce, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue digital. Alors voici le programme de cette matinée. Donc on a prévu 1 heure et demie, mais en fait c'était quand on imaginait la version en présentiel, mais comme on a basculé en webinaire, ce sera plus court et donc je pense qu'on en a plus ou moins pour 45 minutes, peut-être un peu plus, ce qui nous laissera du temps donc pour répondre aux questions à la fin. Alors pour débuter, donc j'ai juste prévu une petite introduction pour mettre le contexte de cette formation, de cet atelier. Donc c'est que ouvrir un commerce de proximité, c'est bien, mais avoir un commerce qui est visible à la fois d'un point de vue physique et digital, c'est mieux. Et donc effectivement, l'objectif d'avoir un commerce qui est visible, vraiment au-delà du point de vente, c'est vraiment d'attirer les clients et de leur donner envie de venir et de revenir. Alors quand vous allez ouvrir votre commerce, enfin, ou si vous avez déjà un commerce ou une activité HoReCa qui est ouverte, vous avez déjà pu constater qu'il y a un passage naturel qui se fait. Donc effectivement, une fois que vos portes sont ouvertes et qu'il y a de la lumière, on va dire, dans votre commerce, vous allez attirer une certaine forme de clientèle si vous êtes installé dans une rue avec du passage, par exemple. Après, il y a aussi tout ce qui est plus challengeant, on va dire, si vous êtes implanté dans une zone où il y a moins de passages et que vous êtes plutôt un commerce de destination, mais là, il faut vraiment travailler en amont la notoriété, la visibilité de votre commerce ailleurs que dans le point de vente pour pouvoir attirer votre clientèle jusqu'à vous. Donc ce sont tous des éléments qui sont assez importants pour garantir le succès et la pérennité de votre activité et dont il faut tenir compte dès le début et qui peuvent également être améliorés par la suite. Donc au-delà du passage et du bouche à oreille, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour bénéficier vraiment d'une belle visibilité, pour continuer à informer vos clients sur votre offre de produits de services, sur les nouveaux produits que vous rentrez, sur les nouveautés, votre actualité, ce genre de choses. Alors avant de travailler vraiment sur cette stratégie pour renforcer votre visibilité, votre notoriété, il y a 2 prérequis indispensables, 2 questions indispensables à se poser. C'est de savoir si vous connaissez votre client et la deuxième chose, c'est aussi d'avoir identifié si vous possédez une image de marque, une identité visuelle, une charte graphique qui est en accord avec vous-même, donc avec vos valeurs, votre activité et votre cible. Alors au niveau du premier prérequis qui est donc de bien connaître son client, l'objectif, enfin en tout cas la finalité plutôt de connaître son client, c'est vraiment d'adapter son offre de service à ce dernier et de pouvoir mieux appréhender ses besoins. Donc, effectivement, un commerce va avoir du succès aussi par sa faculté à répondre aux besoins de son client et de son public cible et aussi à offrir les produits qui vont répondre à ses besoins, les produits et les services.
Et donc pour vraiment analyser ce travail d'identification des besoins du client, c'est important de se poser des questions sur ses habitudes et sur sa façon dont il va venir jusqu'à vous et sur sa façon dont il va fréquenter votre commerce. Donc se poser des questions comme par exemple, est-ce qu'il vient en famille? Si vous savez que votre cible est plutôt familiale, ça peut être intéressant de prévoir un corner pour les enfants dans le point de vente ou d'avoir en tout cas dans votre communication un message qui est plus orienté vis-à-vis des familles et de leurs problématiques, de la façon dont elles peuvent améliorer leur vie au quotidien et d'y répondre via différents messages et aussi via vraiment un aménagement par exemple dans le point de vente. La question de savoir comment il se déplace et notamment s'il se déplace à vélo, puisque c'est vrai que si vous avez par exemple, on prend l'exemple de Farm qui a l'habitude d'avoir des clients qui se déplacent en vélo, mais souvent devant le Farm, il y a différents arceaux à vélo qui sont placés à l'entrée, qui vont permettre aux personnes qui viennent en vélo de facilement attacher leur vélo et de ne pas devoir le garer très loin. Alors, s'ils préfèrent plutôt la voiture, c'est intéressant de se poser la question de savoir où se trouve le parking, où est-ce qu'il peut y avoir accès et comment il peut aussi facilement rejoindre votre point de vente à cette zone de parking et aussi d'une certaine manière, comment vous pouvez communiquer sur ce parking et sur la présence de ce dernier par rapport à vos différents outils de communication. La question aussi de savoir s'il recherche des services spécifiques. Donc, est-ce que pour lui, le click and collect, c'est quelque chose d'important? Est-ce que la possibilité de pouvoir faire la réservation de produits en amont, de pouvoir passer des commandes ou de pouvoir il y a un petit peu de bruit derrière moi. Si vous l'entendez, je m'en excuse. Mais donc les services spécifiques, donc le click and collect, la réservation, est-ce qu'il peut passer commande aussi en amont de produits? Donc si vous rentrez à intervalles réguliers des produits qui sont facilement en rupture de stock, ça peut être intéressant de proposer un service de commande pour qu'il soit sûr qu'à la prochaine arrivée, il puisse l'avoir en exclusivité et avec certitude. Et se poser aussi la question finalement de la façon dont il accède à l'information. Parce que c'est vrai qu'on consomme de l'information via différents canaux, mais en fonction de votre public et de ses habitudes, cette consommation de l'information peut se faire de manière différente. Donc je prends un exemple qui est peut-être un peu cliché, mais une personne plus âgée va peut-être avoir plutôt tendance à s'informer via, on va dire, les canaux de communication papier. Et donc là, ça peut être via les toutes boîtes, via les journaux encore en version print ou via des canaux plus classiques comme la carte de visite qui est distribuée à l'extérieur de votre commerce. Si c'est une personne qui est justement beaucoup plus jeune, elle va peut-être plutôt se nourrir de contenu qu'elle retrouve sur les réseaux sociaux. Et alors au niveau des réseaux sociaux aussi, ça peut être défini en fonction de la tranche d'âge. Donc, si votre cible est vraiment très jeune, on va dire entre 16 et 20 ans, on va peut-être plutôt la retrouver sur TikTok. Si elle est dans une tranche de 20 à 30, ce sera peut-être plutôt sur Instagram. Et entre 30 et 50, ce sera plutôt sur Facebook. Donc, vraiment, la manière dont le client accède à l'information, ça va vraiment définir aussi la façon dont vous pourrez augmenter votre visibilité. Et donc, cette question, est-ce qu'il vous suit sur les réseaux sociaux ou pas? Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux et que vous avez une clientèle qui ne vous suit pas forcément, c'est important aussi d'avoir une réflexion sur comment amener le client qui est présent en point de vente à me suivre au niveau digital. Et donc, ça peut se faire par un affichage de votre présence sur les réseaux sociaux, sur votre vitrine, mais aussi vraiment dans le point de vente, le rappeler via un affichage à la caisse. Et donc, vraiment inciter le client à vous suivre sur les réseaux sociaux en lui disant qu'il va avoir accès à une information qui est exclusive et qu'il ne trouve pas ailleurs. Et donc la tranche d'âge aussi, comme je l'ai dit, elle peut vraiment définir certains types de comportements et peut vous permettre d'affiner vos actions par rapport à ça. Donc vraiment, les questions sur les habitudes et sur qui est votre clientèle cible sont importantes. Et donc en fait, en découle le travail du buyer persona. Donc le buyer persona, c'est un peu comme le qui est, le jeu qui est, ou l'identification d'une personne, c'est s'imaginer qui est votre client type, ou en tout cas quels sont vos clients types et comment vous pouvez donc adapter votre offre de produits ou de services pour répondre au mieux à leurs besoins. Et donc, ici, je vous ai mis un exemple de Canva qui peut être utilisé pour travailler ce buyer persona. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait en amont de l'ouverture et en amont de la stratégie de localisation. Ça peut être fait aussi en parallèle et ça peut aussi être intéressant de refaire ce travail une fois que vous êtes ouvert pour évaluer si, en fait, vous avez vraiment une vision très claire sur qui est votre clientèle ou pas. Et en fonction de ça, éventuellement adapter vos actions pour augmenter votre visibilité. Et donc, les questions souvent type qu'on se pose sur ce buyer persona,
là, c'est vraiment quel est son prénom, enfin lui donner un prénom fictif, un âge, une profession, un statut, et vraiment imaginer l'archétype de la journée de votre bailleur personnel, la façon dont il consomme et quelles sont ses préférences. Donc son statut aussi familial, donc la composition de son foyer va évidemment être déterminant, toujours un rôle dans ses habitudes, ses passions, ses activités, ses valeurs et la façon dont il consomme. Et par rapport à ça, donc, ça vous permettra d'adapter éventuellement votre offre de produits ou de services et votre communication. Alors l'autre élément aussi qui est vraiment indispensable pour renforcer votre identité et votre visibilité, ben, c'est le fait de disposer d'une identité visuelle et d'une charte graphique qui sont bien définies. Donc c'est vraiment important parce que c'est ce qui va permettre facilement à tout client de vous reconnaître, et en tout cas de vous reconnaître sur le long terme. Et c'est indispensable en fait en termes de développement de notoriété, et donc ça se traduit à travers le fait de disposer d'un logo. Donc le logo, c'est vraiment votre identité de marque et votre cachet qui va s'apposer sur tous vos supports de communication, que ce soit au niveau physique et digital, et surtout c'est un élément qui doit se retrouver dans votre point de vente, et c'est important donc évidemment d'en tenir compte dès les prémices de votre projet. Alors au niveau au-delà du logo, en fait, juste préciser, au-delà du logo qui s'intègre dans une charte graphique, dans votre charte graphique, vous allez aussi avoir vraiment les couleurs de référence qui sont liées à votre logo et ses déclinaisons, et les typographies de référence, donc la police de caractères que vous allez utiliser sur vos différents supports de communication. Et donc ces deux éléments, donc la typographie et les couleurs, viennent compléter le symbole ou le logo ou le nom, ou en tout cas la typographie du nom que vous utilisez, et sont importantes à intégrer aussi dans l'aménagement du point de vente, en respectant notamment le choix des matières, des couleurs, pour créer une ambiance qui ressemble aussi à votre identité visuelle et donc à vos valeurs. Alors au niveau du logo, je vous rappelle les règles d'un bon logo. Donc en général, il reprend le nom de votre marque, le nom de votre commerce et un symbole. C'est pas obligatoire d'avoir un symbole, puisque vous pouvez aussi tout à fait communiquer en utilisant simplement le nom de votre activité qui utilise une typographie spécifique, et donc votre logo en fait c'est cette typographie. Et donc ces deux éléments sont soit associés ensemble ou peuvent être utilisés séparément. Et alors au niveau général, c'est vraiment important d'opter pour la simplicité, et par simplicité, ici on entend de manière objective de ne pas dépasser 2 à 3 couleurs maximum qui sont associées dans votre logo, puisqu'effectivement au-delà de ça, ça devient beaucoup d'informations à retenir et c'est un peu compliqué. Difficile aussi, en termes de simplicité, c'est important aussi de ne pas avoir une mise en page qui est trop chargée, et aussi d'utiliser trop de polices de caractères différentes. Donc même règle que pour les couleurs, c'est 2 à 3 polices différentes, sachant que vous pouvez avoir une police de caractère principale et la décliner avec du gras ou de l'italique, ou avoir éventuellement une version plus fine qui s'associe. Mais donc vraiment, la simplicité, c'est ce qui fonctionne le mieux en termes de création de logo. Aussi, ce qui est important, c'est d'éviter ce qui est trop lié aux effets de mode, puisque c'est vrai que votre logo, en général, vous investissez pour sa création, c'est quand même un budget pour en créer un, et donc c'est important qu'il soit unique et durable sur le long terme. Alors vous pouvez évidemment le remanier selon certains événements. Vous dire que voilà, au bout de 2 ou 3 ans, en fait, votre activité a évolué, qu'il y a d'autres produits ou d'autres services qui sont proposés, donc vous voulez mettre ça en avant, ça peut être fait bien évidemment. Mais clairement, quand vous le développez, c'est important de penser à son utilisation sur le long terme, et aussi à vous assurer que vous, en tant qu'utilisateur principal de ce logo, puisque c'est vrai que c'est important qu'il vous plaise à vous, mais que vous soyez sûr que vous ne vous lassiez pas de ce dernier. Et alors aussi, autre élément important, c'est de s'assurer que votre logo soit déclinable dans les différentes tailles, parce qu'évidemment, quand vous disposez d'un commerce ou d'un établissement Horeca, votre logo, vous allez l'utiliser à la fois sur la vitrine, par exemple sur un stop-trottoir, sur un beach flag, sur votre enseigne principale, donc vraiment au niveau de l'aménagement du point de vente et surtout de l'extérieur. Mais vous allez aussi en avoir besoin sur les réseaux sociaux, sur votre site web, sur votre carte de visite, sur des flyers, sur un menu, sur tout support en fait vraiment de communication qui vous concerne. Et donc ce logo doit pouvoir être utilisable sur différents supports, dans différentes tailles et éventuellement aussi dans différentes couleurs. Et donc au niveau des couleurs, gardez toujours vos couleurs à vous, vos couleurs principales, et les déclinaisons, on conseille de les faire en noir ou en blanc,
pour pouvoir toujours garder votre core business et votre identité intacte. Et donc la typographie et les couleurs, j'en ai déjà dit un mot, mais pour rappel, la typographie va aussi jouer un rôle important dans la perception de l'image de votre marque ou de votre commerce. Et donc c'est important de l'utiliser vraiment sur tous vos supports de communication, donc à la fois au niveau web et au niveau digital. Alors, on a en fait deux grandes catégories de polices différentes. Ce sont, on va dire, les polices avec empattement ou les polices sans empattement. Et donc, avec empattement, c'est quand il y a des petits crochets, on va dire que c'est une police un peu plus travaillée. Et donc, ça, en général, ça va faire référence à quelque chose qui est plus raffiné, plus stylisé. Donc, on est sur quelque chose de plus, on va dire, de plus luxueux entre guillemets, même si c'est assez, enfin, c'est une différence qui est assez ténue. Alors qu'une police sans empattement, donc sans vraiment crochet, qui est assez lisse et simple, on est sur quelque chose de plus dynamique et de plus moderne, qui va être voilà, lu de façon plus facile. Mais évidemment, une police va vraiment donner un caractère très spécifique à votre identité et va rendre aussi une image au public qui est censée refléter vos valeurs et votre positionnement sur le marché. Et enfin, les couleurs, bah, c'est évidemment aussi un outil de communication qui est assez puissant, puisque chaque couleur suscite en général une réponse émotionnelle différente. Donc le bleu inspire par exemple beaucoup plus le sérieux, le rouge ça va être plutôt la passion et l'audace, les couleurs plus chaleureuses comme le jaune vont aussi donner une impression de luminosité et donc effectivement d'ouverture sur le monde. Les couleurs aussi pastel vont évoquer quelque chose de plus doux, la douceur, le confort, le plaisir, alors que les couleurs plus flash vont plutôt évoquer le dynamisme, la modernité, la rapidité. Donc aussi, donc 2 couleurs de base en lien avec votre logo, c'est important de ne pas en avoir beaucoup plus, 2 ou 3, et qui se retrouvent vraiment dans vos supports de communication et aussi au niveau de l'aménagement de la vitrine et des abords du commerce. Et donc justement au niveau de la vitrine et de la devanture, donc en ce qui me concerne, je ne vais pas aborder vraiment l'aménagement du point de vente en tant que tel. Il y a un atelier qui suit, qui débute à 11h45, je pense, qui va plutôt parler justement de l'aménagement du point de vente. Donc ça n'est pas ma spécialité, mais on a un collègue au sein de Hub Brussels qui, lui, est spécialisé en retail design et donc la présentation suivante parlera de ça. Donc moi, je vais juste vous donner quelques conseils au niveau de la vitrine et de la devanture pour justement être dans cette optique d'identité et de visibilité de votre commerce. J'ai repris quelques exemples donc que je vais vous montrer plus pour l'inspiration. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une fois que vous avez défini votre logo et que vous avez surtout connaissance de votre public cible, ben, vous pouvez décliner ce logo et cette charte graphique aussi dans l'aménagement de la vitrine. Et ça peut se faire via différentes façons et en développant différents supports de visibilité. Ici, j'ai repris l'exemple de Cool Shoe, donc qui est un Horeca qui est situé dans le quartier des Écoles à Saint-Gilles et qui a ouvert il y a peu de temps. Et donc ça, enfin, ils ont créé un néon avec leur logo. Et donc leur logo, c'est une typographie qui est associée aussi à un symbole qui est un chou-fleur, enfin un chou-fleur stylisé. Mais donc la typo Cool Shoe a été déclinée en un néon qui est accroché sur la vitrine et donc c'est enfin, derrière la vitrine principale et qui permet vraiment de reconnaître assez facilement le lieu et d'identifier ce dernier aussi de loin. Donc c'est assez sympathique comme démarche, aussi très moderne. Autre exemple qui est plus classique, et donc là on est ici sur un nom qui ressemble à Cool Shoe, mais donc ici c'est Conchou, qui occupe pour l'instant l'espace, l'incubateur Horeca de Bruxelles, donc l'espace pop-up cocotte dans le centre de Bruxelles. Et donc là, eux, c'est plus classique, mais donc ils ont vraiment apposé leur logo sur la vitrine qui est dessinée. Et donc on retrouve aussi devant la vitrine un stop trottoir qui explique vraiment de manière très succincte ce qu'ils proposent comme produit. Donc, c'est des currys japonais et avec une petite illustration qui est vraiment en lien aussi avec leur logo et avec ce qu'on retrouve sur leur vitrine.
Autre exemple aussi en termes d'aménagement de l'extérieur, mais c'est ce qui est plutôt relatif aux abords de l'entrée et donc notamment à ce que vous pouvez accrocher comme objet à l'extérieur pour attirer le regard et aussi au fait d'utiliser une tente, enfin une tente solaire ou en tout cas un produit un élément qui revient sur l'avant de l'entrée pour attirer le regard du passant et pour aussi pour lui permettre d'identifier plus facilement le nom de votre commerce et son activité. Donc ici, on voit qu'avec Woody, qui est un commerce de jeux, de jouets, de livres pour enfants, sur la tente, on retrouve également la reprise des mots-clés qui sont liés à son offre de produits. Donc ça, c'est important aussi quand la personne ne connaît pas le lieu, qu'elle passe devant. Mais si elle jette un regard à la tente, elle peut voir directement les produits qui sont proposés, en plus de l'aménagement aussi qui est coloré et qui vient compléter ce produit promotionnel, enfin ce support promotionnel. Et alors aussi, si vous n'avez pas énormément de possibilités en termes d'aménagement vraiment face à la rue, il est aussi possible parfois de manière plus simple. Ici, j'ai repris l'exemple de Brigitte, qui est donc un commerce qui vend des chocolats Bean to Bar dans le quartier du Châtelain. Donc le commerce est vraiment très petit et la vitrine n'est pas très grande, mais elle peut quand même attirer le regard. Mais au-delà de ça, si vous n'avez pas cette marge de manœuvre, que vous ne pouvez pas mettre une enseigne, par exemple, parce que la commune ne vous l'autorise pas, il peut parfois être aussi très simple de poser une chaise et une petite table devant le commerce, parce que c'est le genre de choses qui va attirer le regard et la personne qui passe devant va aussi être interpellée, donc peut-être plus facilement regarder la vitrine et jeter un œil à son contenu. Et puis si évidemment ça lui plaît et qu'elle a faim, en l'occurrence ici pour du chocolat, elle pourra rentrer dans le commerce. Et alors, autre élément qui est là un petit peu plus, on va dire plus poussé. Ici, j'ai repris l'exemple de Buddy Buddy, donc qui est un café vegan qui propose donc différents types de cafés, aussi des pâtisseries et une petite offre sucré-salé. Mais ils sont surtout connus pour leur offre de nut butter, donc tout ce qui est purée de oléagineux qu'ils fabriquent eux-mêmes ici à Bruxelles. Donc ils les vendent aussi dans leur point de vente et sur leur webshop. Mais donc au niveau vraiment du point de vente, ils ont un logo qui est assez graphique. L'aménagement du point de vente est aussi très, très graphique, un peu scandinave. Mais de leur logo, ils ont décliné ces deux petits personnages, enfin ces deux petites têtes de personnages qui sont l'une au-dessus de l'autre et qui font référence justement à leur nom, Buddy Buddy, donc ami ami. Donc c'est deux personnes qui sont associées ensemble. Et ce petit élément visuel peut vraiment être utilisé et décliné à l'infini. Donc ici, ils l'ont repris à la fois dans l'aménagement du point de vente avec donc une action spéciale avec cette impression des deux petits visages pour le poser, l'utiliser en termes d'objet de décoration, mais se retrouve aussi évidemment sur leur contenant, donc notamment le contenant pour les glaces qui est à jeter, mais aussi sur leur verre et aussi sur leur pack quand ils font des produits, enfin des paniers surprises pour certaines occasions spéciales. L'habillage aussi du pack reprend ces deux petits visages. Et donc ça permet vraiment d'identifier, de renforcer leur branding et d'identifier leur image et leur identité visuelle assez facilement sur ces différents supports qui sont vraiment des supports de communication à part entière, mais qui servent en fait de contenant sur place. Et donc finalement, autre élément important en termes d'identité physique, au niveau vraiment physique du point de vente, c'est d'être accessible et compréhensible. Et donc, au-delà de ce que je vous ai montré, ce qui fonctionne vraiment très bien, c'est le stop trottoir que vous pouvez mettre à l'avant du commerce et qui va attirer plus facilement le regard du passant. Sur ce stop trottoir, vous pouvez indiquer notamment vos heures d'ouverture et vos modalités d'accès, parce que c'est vrai que c'est souvent une question que le client va se poser s'il s'agit d'un client de passage et donc qui ne vous connaît pas, c'est de connaître vos horaires d'ouverture et de savoir si le commerce n'est pas ouvert quand il passe devant, de pouvoir au moins avoir accès à cette information-là. Et donc, s'il n'y a pas de stop trottoir, c'est aussi important évidemment, enfin même en fait avec ou sans stop trottoir, c'est important de penser aussi à afficher sur la porte d'entrée vos horaires d'ouverture, puisque ça c'est vraiment une information essentielle pour le client. Et cette information évidemment va se retrouver au digital, via vos différents outils digitaux. Mais donc vraiment, intégrez-le aussi dans votre point de vente physique pour que le client ait facilement accès à cette information. Et alors en termes de vraiment aménagement d'intérieur, Hub Brussels a
développer différents guides qui peuvent vraiment vous permettre d'optimiser l'aménagement de votre commerce. Et donc ça, on parle ici vraiment d'aménagement de la vitrine, de la devanture, la façon dont vous pouvez travailler votre éclairage, comment vous pouvez être attirant. Donc j'ai remis les liens vers ces guides parce qu'ils sont très intéressants, ils sont interactifs, mais vous pouvez aussi les télécharger en version PDF. Et vous allez retrouver là donc pas mal d'informations qui vous seront utiles. Et donc ils ont notamment été co-rédigés par Thibaut Surin qui animera l'atelier qui suit sur l'aménagement du point de vente. Donc ça, c'était plutôt pour clôturer ce qui concerne vraiment l'aspect physique du point de vente. Et donc le dernier élément que je voulais simplement vous mentionner, c'est tout ce qui concerne les supports print aussi, puisque c'est vrai que c'est important d'avoir, une fois que vous avez développé votre logo et votre identité visuelle, c'est important d'avoir des supports comme une carte de visite et éventuellement un flyer qui respectent bien évidemment votre charte graphique. Donc c'est à ne pas oublier puisque la carte de visite, c'est vraiment un élément qui s'utilise toujours à l'heure actuelle, puisque malgré l'avènement du digital, on a encore toujours un réflexe à distribuer, à garder et à conserver les cartes de visite qui nous plaisent et surtout les cartes de visite d'endroits qu'on aime. Donc pour fidéliser la clientèle, la carte de visite, ça reste quelque chose d'intéressant puisque vous pouvez vraiment facilement la déposer sur votre comptoir, vous pouvez la glisser dans tous les sacs, ou en tout cas dès qu'un nouveau client se rend chez vous, pardon, et que vous identifiez qu'il est nouveau, ben, n'hésitez pas à glisser systématiquement une carte de visite dans le sac lorsqu'il repart avec ses achats. Mais c'est aussi évidemment intéressant de penser à une stratégie de diffusion de cette carte de visite ou éventuellement d'un flyer plus complet à l'extérieur de votre point de vente. Puisqu'effectivement, la carte de visite qui est diffusée en dehors de votre point de vente, ça va vous permettre de toucher une clientèle potentielle qui ne vous connaît pas encore et qui pourrait fréquenter votre commerce ou votre Horeca. Et donc, pour penser à cette stratégie de diffusion de votre carte de visite ou d'un flyer, il faut se demander où se rend votre client type et quels sont les lieux qu'il pourrait fréquenter. Donc, en fonction de la complémentarité de votre offre, en tout cas de votre commerce ou de votre Horeca, vous pouvez facilement identifier des lieux de passage comme les boulangeries, les coiffeurs, les magasins aussi de proximité. Mais donc évidemment, il faut qu'il y ait une complémentarité avec ce que vous proposez, parce que vous n'allez évidemment pas aller déposer vos cartes de visite chez un commerce concurrent. Mais donc là, vraiment penser en termes de complémentarité de l'offre, et surtout de comportement de nouveau de votre client. Et c'est là l'intérêt de connaître son client et ses habitudes et de vous demander où est-ce qu'il se rend durant ses loisirs, quels sont les lieux qu'il fréquente et où est-ce que je pourrais être visible pour pouvoir éventuellement attirer son regard et le faire venir jusqu'à chez moi. Et donc, le fait d'être visible dans ces lieux qu'il fréquente via un flyer ou une carte de visite, ça peut vraiment être assez intéressant en termes d'acquisition de nouvelles clientèles. Et alors, au niveau de l'aspect zéro déchet, c'est vrai que si vous êtes dans une démarche plus zéro déchet, que vous privilégiez de réduire au maximum les emballages et notamment les impressions et les supports print, ben, il existe des alternatives. Donc, vous avez notamment la possibilité d'imprimer des flyers sur du papier ensemencé. Donc, c'est du papier que le client peut planter dans son jardin ou dans son potager et qui contient des graines. Et donc, ça donnera naissance au printemps suivant à des fleurs dans son jardin ou éventuellement à des légumes, puisque c'est vrai qu'on a aussi des graines de carottes ou de tomates qui peuvent être intégrées dans ces papiers ensemencés. Ce qui fonctionne aussi assez bien, c'est le fait de récupérer des chutes de carton, justement d'emballage que vous recevez et que vous êtes obligé de recevoir si vous êtes dans une démarche de zéro déchet et de découper ces chutes de papier au carton et avec un tampon, d'apposer votre logo dessus avec une sorte d'information, avec un minimum d'informations. Donc là, la démarche, c'est plutôt de créer un tampon spécifique que vous pouvez facilement faire via des fournisseurs qui sont disponibles notamment à Bruxelles. Et donc ce tampon personnalisé, après, vous le tamponnez sur différentes chutes de papier ou de carton. Et donc ça permet d'avoir des supports qui sont absolument uniques et originaux, avec des formats que vous pouvez vraiment décliner comme vous le souhaitez. Et ça aussi, c'est quelque chose qui en général marque les esprits. Et alors aussi en matière on va dire carte de visite ou de support print plus durable, si vous êtes dans l'ORECA, ça peut aussi être intéressant d'avoir
tout ce qui est sous-vert, enfin de développer un sous-vert personnalisé, ça aussi, et que les clients peuvent gagner, peuvent conserver, puisque c'est aussi quelque chose qui fonctionne et qui fait, on va dire, qui fait de l'effet auprès du client. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect visibilité dans le point de vente. Et donc maintenant, je voulais aborder des aspects plutôt liés à la visibilité en dehors du commerce. Et donc ça concerne plutôt les aspects digitaux. Euh, pour remettre un peu les bases, donc au niveau du branding de votre commerce, c'est important donc évidemment d'avoir un nom qui est défini, ça a priori c'est essentiel, d'avoir une identité donc qui est liée à ce nom. Donc l'identité, c'est ce qu'on vient de voir, c'est vraiment votre identité visuelle, votre identité de marque et la charte graphique qui en découle. Et c'est aussi important de définir votre tone of voice. Donc c'est la façon dont vous souhaitez vous exprimer vis-à-vis de votre communauté et de votre clientèle. Donc le tone of voice, c'est notamment définir si vous voulez parler en vous ou en tu, si vous voulez avoir recours à de l'humour, enfin être vraiment dans le fun et l'humoristique, ou rester plutôt factuel et être vraiment dans quelque chose de plus, voilà, de plus simple et de plus sobre. Donc ça, c'est vraiment un choix qui est fait en fonction plus, enfin, je veux dire, de votre personnalité et de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais ça peut se faire aussi évidemment en connaissant votre public, puisqu'effectivement, si votre public est plutôt jeune, bah, le tutoiement peut tout à fait se faire, alors que si vous savez que votre public est vraiment beaucoup plus âgé, là, on va plutôt conseiller le vouvoiement. Mais c'est aussi une façon d'appréhender les choses qui va vous permettre de définir comment vous voulez vous comporter via votre clientèle et comment vous voulez que cela se reflète dans votre communication de manière générale et notamment au niveau du digital. Alors au niveau du nom, par rapport au digital, c'est important de garder un nom qui reste simple, mais qui puisse aussi être unique. Ici, j'ai repris l'exemple de Pardon, donc, qui est un Horeca qui est installé pas loin du parvis de Saint-Gilles et qui est spécialisé dans les gaufres. Donc Pardon, c'est un nom qui est très simple, mais qui est quand même fort utilisé. Et donc pour pouvoir être retrouvé facilement sur les réseaux sociaux, ou en tout cas plus facilement, Pardon est ici associé à Brussels. Donc, quand on veut retrouver Pardon sur les réseaux sociaux, si on connaît déjà en tout cas le lieu, on sait qu'il faut taper, il faut associer Pardon au mot Brussels. Et donc, ça a du sens puisque c'est lié au lieu d'implantation. Et alors après, le descriptif qui apparaît sous Pardon Brussels est en français, donc on sait que c'est un commerce qui est francophone. Et si on a déjà, en tout cas, si on s'est déjà rendu au sein de l'établissement, qu'on l'a déjà fréquenté, ce sont des choses qu'on connaît, des notions qu'on va intégrer assez facilement. Donc pour pouvoir en tout cas fidéliser le public, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et pour une personne qui éventuellement ne vous connaîtrait pas, ben, ça permettra d'identifier facilement et rapidement que le lieu est à Bruxelles et que l'expression, on va dire la langue de véhiculaire est en français. Au niveau donc de l'identité visuelle, c'est important qu'elle puisse être le plus court possible et qu'elle soit la plus impactante. Ici, j'ai repris l'exemple de Tarte, qui est donc à la base un projet de lancement d'une épicerie en vrac et zéro déchet et bio plutôt en ligne. Alors finalement, le projet a évolué et il va y avoir un point de vente physique. Et donc ici, Tarte manie bien, je veux dire, la façon de décliner pardon, sa communication, puisque c'est un nom qui est en 4 lettres, qui est assez simple, et en termes de visibilité, d'identité visuelle, c'est une typographie sans empattement, donc vraiment très lisse qui a été choisie et qui se retient et s'identifie assez facilement. Et cette typographie est associée à, on va dire, une couronne de feuilles et de produits qui sont en lien avec le secteur d'activité. Et donc au niveau des réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook et sur le compte Instagram, cette identité courte et impactante, elle se retrouve vraiment dans le logo qu'on retrouve sur la photo de profil à la fois sur Instagram et sur Facebook, et qui permet vraiment d'être reconnu assez facilement. Et alors sur la page Facebook, l'exercice a également été fait de décliner le visuel et l'identité visuelle sur une page, enfin sur une photo de profil qui est directement liée à cette dernière et qui en fait résume assez facilement le positionnement du projet, qui est la première boutique bio en ligne 100% consignée. Donc évidemment, le projet a évolué, donc enfin le commerce est en train d'être ouvert, donc il n'est pas encore ouvert
tout de suite. Donc j'imagine que la photo de couverture sera mise à jour prochainement. Mais clairement, pour une personne qui arrive sur la page Facebook de Tare et qui ne connaît pas encore très bien le concept, cette photo de couverture permet facilement, en un coup d'œil, de comprendre ce qui est proposé. Et alors pareil au niveau de la Instagram, donc la biographie a été travaillée pour que le client comprenne vraiment facilement le positionnement et l'offre de produits qui est proposée par Tare. Et donc évidemment, au niveau des réseaux sociaux, vous le savez sans doute, sur Facebook et sur Instagram en tout cas, et même sur YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. L'élément le plus important, on va dire en termes de reconnaissance et d'identification d'un lieu ou enfin, d'une entreprise ou d'un commerce, c'est la photo de profil. Et donc ici sur Facebook, c'est clairement, donc c'est une photo de profil qui est en rond, qui est circulaire, et donc c'est vraiment là que l'identité de marque doit apparaître. Et donc je conseille toujours au niveau du logo, je conseille toujours que celui-ci apparaisse sur la photo de profil, puisque c'est vrai que des fois la photo de profil c'est plutôt une photo de la façade du commerce ou de l'enseigne lumineuse. Alors si on arrive à identifier clairement le logo, ça peut être un bon choix, mais ça peut enfin je veux dire ça peut porter à confusion, puisque la première chose que le client veut voir c'est le logo, et enfin, finalement c'est la photo de profil qui permet de le mettre le plus en avant, sachant qu'après la photo de la façade peut être plutôt placée en termes sur la page de couverture de la page Facebook. Donc il y a toujours des possibilités de déclinaison qui sont importantes. Mais donc le logo, clairement, c'est là que l'identité de marque apparaît, donc c'est important de la mettre en photo de profil. Et alors au niveau de la page et des publications, donc je parlais du tone of voice. En fait, c'est là que c'est via les publications de votre page et de la façon, enfin, c'est via les contenus que vous allez partager sur les différents réseaux sociaux que vous allez donc décliner ce tone of voice. Et donc, c'est important aussi pour vous de savoir si vous souhaitez être plutôt effectivement dans un concept qui est humoristique, qui est fun, qui est vraiment dans la proximité, ou si vous voulez rester plus, on va dire, plus neutre, ou même plus distant en ayant du contenu qui est très sobre, très figé et très court. Ici, j'ai repris un exemple de la marque Nordica, donc qui effectivement joue plutôt sur l'humour et donc qui notamment propose des sapins. Et donc vous avez les boules, on a le sapin. Donc c'est un discours qui est beaucoup plus humoristique et qui évidemment accroche, on va dire, plus facilement le client, et qui génère aussi beaucoup plus d'interactions, puisqu'on voit qu'ici il y a quand même eu beaucoup de partage de la publication. Et donc plus vous avez de partage, plus vous aurez de visibilité, et plus ça signifie aussi que le contenu fonctionne et parle à votre clientèle cible. Ici un exemple avec le petit boudoir, donc ici qui décrit simplement en fait un produit qui est mis en avant. Il le décrit de façon, on va dire, humoristique, dans le sens où ça fait référence un petit peu à une description d'œuvres d'art, donc striped shirt in strong blue, qui est une description factuelle et qui ensuite est suivi d'un call to action en disant qu'il est possible de se le procurer en point de vente ou sur le site de vente en ligne. Donc le tone of voice, c'est vraiment quelque chose qui est important à définir, puisque ça va définir la façon dont vous allez vous adresser à votre communauté sur les réseaux sociaux, et surtout ça va aussi un peu façonner l'image que les clients vont avoir de vous s'ils ne vous connaissent pas encore, ou en tout cas s'ils vous ont vu une ou deux fois, donc s'ils ne sont pas spécialement encore fidélisés et qui s'abonnent à vous sur les réseaux sociaux. Ben, ça va définir en fait la façon dont ils vont accrocher à votre manière de vous exprimer, et à, je dirais, à les faire revenir, on va dire, dans votre commerce et dans votre point de vente, au-delà du contact client, évidemment, qu'ils ont eu avec vous sur place. Et donc, quelques pistes, c'est soit oui, être inspirant, soit de jouer plutôt sur le côté fun et l'humour. Vous pouvez aussi montrer vos accomplissements, interroger votre communauté, être beaucoup plus sérieux, intégrer des choses qui sont plus fun, qui sortent de l'ordinaire, parler aussi de tout ce qui est backstage, ce qui se passe en coulisses. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez intégrer et qui vont se mêler aussi en fait à la façon dont vous vous exprimez et vous communiquez avec votre communauté.
Au niveau des pistes, donc ici j'ai repris quelques exemples de nouveau pour vous montrer comment ça peut se concrétiser. Ici, c'était plutôt dans l'optique d'être inspirant et à la fois de montrer ses accomplissements. Donc Tandem, qui est un café vélo installé à Madou, donc c'est un café pour l'activité Horeca et aussi un atelier de réparation vélo. Et donc là, ils ont fait la promo de la formation pour devenir mécanicien vélo. Et en plus, donc enfin, c'est un côté inspirant puisque effectivement, c'est une piste de reconversion professionnelle ou une piste de formation qui peut tout à fait répondre aux aspirations de la communauté de Tandem. Et en plus, en fait, l'affiche qui est utilisée pour faire la promotion de cette formation, c'était une affiche qui reprenait le visage d'un des mécaniciens vélo qui travaille au sein de Tandem. Donc, on a le côté inspirant et le côté aussi montrer ses accomplissements, puisqu'une personne de l'équipe était mise en avant via une campagne de communication sur la formation. Alors ici, j'ai repris un exemple de tard puisqu'effectivement leur communication est assez humoristique. Donc là, on est vraiment effectivement sur le côté fun et humoristique. Donc avant les vacances, l'annonce des vacances qui arrivent et puis une petite touche qui fait plutôt référence à la réalité. Et donc c'est plutôt le fait d'avoir ces enfants 24 heures sur 24 et aussi une référence à la météo actuelle. Donc c'est vrai, la touche d'humour, c'est quelque chose qui peut effectivement vraiment bien fonctionner. Et alors ici, ce qui est bien fait avec Tar, c'est que cette touche d'humour est complétée par la diffusion d'une information qui va être utile au public. Et donc, puisqu'elle glisse effectivement des astuces pour préparer sa peau au soleil. Donc, on est vraiment en lien avec l'actualité. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est important de lier ces publications avec l'actualité, avec ce que vivent en fait les clients à l'heure actuelle. Et donc, une petite touche d'humour et puis des conseils pour préparer sa peau au soleil. Et des conseils, évidemment, c'est de l'information qui est utile et qui est aussi inspirante et qui a aussi un petit côté sérieux, puisqu'effectivement, ce sont des informations qui sont tout à fait sérieuses, recherchées et qui peuvent être mises en application pour améliorer son quotidien. Alors, autre exemple au niveau du tone of voice, n'hésitez pas aussi via les réseaux sociaux à interroger votre communauté. Donc ici, j'ai repris un exemple de From Comptoir, qui est donc une fromagerie charcuterie chaussée de Charleroi à Saint-Gilles et qui offre aussi la possibilité, en tout cas qui offrait jusqu'à présent la possibilité de manger sur place avec donc un comptoir de dégustation. Et donc, il y a une interrogation vis-à-vis de l'intérêt de poursuivre ce comptoir ou non. Et donc, finalement, quand vous vous posez une question sur la façon dont vous voulez faire évoluer votre offre de produits ou de services, ben, si vous avez déjà une clientèle, finalement, quoi de mieux que d'interroger cette clientèle. Et donc, ça peut se faire évidemment via le point de vente, mais ça peut se faire aussi à travers les réseaux sociaux. Et donc, ici, From a publié un post pour savoir finalement qu'est-ce que la clientèle souhaite donner comme avenir par rapport au comptoir si elle a envie qu'il y ait une offre qui évolue pour la suite ou en tout cas qui reprenne ou qui s'arrête. Voilà. Donc ça permet aussi vraiment de montrer que vous tenez compte de la vie de votre clientèle et que c'est finalement elle aussi qui façonne en partie l'évolution de votre projet et de votre offre de produits ou de services. Et donc pour résumer, puisque c'est vrai que je n'ai pas vraiment introduit les réseaux sociaux, puisque c'est considéré à l'heure actuelle comme étant presque devenu partie intégrante du quotidien, à la fois de votre quotidien et du quotidien de vos clients. Mais effectivement, être présent sur les réseaux sociaux, c'est être présent où en général la cible passe la majorité de son temps quand elle est sur Internet, sachant que, enfin, faut savoir qu'on passe en général entre 6 et 7 heures sur Internet. Alors pas forcément quand on est commerçant, mais en tout cas pour on va dire, je veux dire la majorité de la population. Donc il faut le lisser à l'échelle mondiale, mais c'est en général 6h30 qui sont passés sur Internet par jour. Et sur ces 6h30, il y a en général 2 heures à 2h30 qui sont consacrées aux réseaux sociaux. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et donc c'est important d'être présent dessus, de nouveau en tenant compte des habitudes de ses clients, comme on l'a vu tout à l'heure, et donc en ayant vraiment une idée de qui est votre buyer persona. C'est important du coup de choisir aussi les bons réseaux sociaux en fonction de l'identification de cette cible et des comportements de cette cible. Donc sans rentrer dans le détail, mais effectivement,
Il y a certains réseaux qui sont plus appropriés selon certaines tranches d'âge. Et alors, il y a aussi certains réseaux qui sont plus appropriés selon les contenus que vous souhaitez diffuser. Donc, si vous êtes plutôt dans la création de vidéos, ce sera plutôt via YouTube, évidemment, qu'on les diffusera. Mais ça peut aussi passer par TikTok et par Instagram. Si vous préférez un contenu aussi qui est plus multicanal, ben, Facebook va être beaucoup plus approprié, puisque sur Facebook, vous avez la possibilité de partager à la fois des vidéos, des photos, mais vous pouvez aussi vraiment intégrer des liens externes. Vous pouvez faire des lives, vous pouvez lancer des sondages, même si je pense que en fait, la fonctionnalité n'existe plus, sauf dans les groupes. Vous pouvez aussi partager, on va dire, des choses qui sont plus liées à votre ressenti, mentionner d'autres pages. Enfin, donc il y a énormément de fonctionnalités via Facebook qu'on ne retrouve pas forcément sur Instagram, parce qu'Instagram, on se limite à du contenu qui est soit des photos, soit des vidéos, et c'est les stories aussi qui génèrent beaucoup d'interactions. Donc en fonction vraiment des différentes possibilités liées aux réseaux sociaux et des habitudes de votre public cible et aussi de votre public cible en tant que tel, vous allez pouvoir définir quels sont les meilleurs réseaux sociaux à intégrer. Gardez aussi évidemment en tête que c'est important de partager du contenu de qualité et que c'est ça qui doit primer sur la quantité. Donc, on conseille en général de publier, on va dire, entre 2 et 3 fois par semaine sur les réseaux sociaux, idéalement sur chaque réseau, et aussi idéalement en distinguant le contenu d'un réseau à l'autre, puisque c'est vrai que quand on publie sur Instagram, on peut automatiquement renvoyer le contenu sur Facebook. Alors ça peut être fait de manière ponctuelle, mais c'est vrai que si c'est systématique, en fait ça peut un peu porter à préjudice, puisque la façon dont on communique sur Instagram n'est pas la même que la façon dont on communique sur Facebook. Et puis la cible aussi, enfin en tout cas la cible des utilisateurs n'est pas la même sur Facebook que sur Instagram. Et alors au-delà de ça aussi, si une personne vous suit à la fois sur Instagram et sur Facebook, ça veut dire qu'en fait elle va à chaque fois voir le contenu en double, donc ça n'est pas forcément intéressant. Ce qui fait que c'est judicieux de dupliquer ces contenus de temps en temps et d'avoir les mêmes sur les deux, mais aussi d'avoir des contenus qui sont distincts et qui vont vraiment être adaptés au canal et au public qui vont les recevoir. Mais donc entre 2 et 3 fois par semaine, ça peut sembler beaucoup. Et donc si vous n'avez pas le contenu ou l'inspiration ou le temps à consacrer pour partager ces 2 à 3 publications par semaine, vous pouvez tout à fait vous limiter à 1 ou 2, voire moins, même si c'est quand même idéal d'avoir au moins une publication par semaine, et de vraiment travailler sur la qualité de ce contenu et de travailler sur les interactions qu'elles vont générer. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un juste milieu qui permet de, on va dire, de se délester d'une charge de travail qui peut parfois paraître très conséquente. Mais ce qui reste, de toute façon, quoi qu'il arrive important, c'est d'être régulier. Donc effectivement, si vous vous limitez à une publication par semaine, faites-le toutes les semaines pour pouvoir continuer à donner des nouvelles à votre public, et puis pour pouvoir aussi, on va dire, rester en bon terme avec Facebook ou Instagram ou YouTube ou autres supports vis-à-vis de l'algorithme qui va évidemment vous offrir plus de visibilité si vous postez plus régulièrement que si vous le faites à intervalles qui sont très irréguliers. Mais quoi qu'il en soit, l'objectif final d'une présence sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de renforcer le sentiment de proximité avec le client et de vous rappeler à lui s'il ne se rend plus dans votre point de vente, ou si il le fait de manière assez irrégulière, puisqu'effectivement, s'il découvre les nouveaux produits que vous rentrez en rayon via les réseaux sociaux, ça va pouvoir constituer pour lui une bonne raison de revenir sur place et de vous rendre à nouveau visite, ou éventuellement de se rendre sur votre webshop si vous disposez d'un site de vente en ligne. Et donc au niveau des différents réseaux sociaux, donc je les ai simplement remis ici pour avoir un rappel assez bref et rapide sur tous ceux qui existent. Et donc en termes d'activité de commerce de détail ou de RECA, les 2 réseaux sociaux les plus populaires, ce sont Facebook et Instagram. TikTok, c'est vraiment un réseau social qui est en plein boom, et en termes de nombre d'utilisateurs, ça croît chaque année, voire même chaque mois en fait. Mais c'est un réseau social qui touche vraiment fort les jeunes. Donc on est plutôt sur la tranche des 16-20 ans, même si en fait il y a des personnes plus âgées entre guillemets qui les utilisent aussi de plus en plus à l'heure actuelle. Snapchat, donc on est aussi sur quelque chose qui est vraiment une cible très jeune et qui est plutôt en déclin. Alors YouTube, là, c'est vraiment pour les vidéos qualitatives. Pinterest,
va être intéressant, particulièrement dans les secteurs de la décoration, du do it yourself et aussi de l'alimentation et du food et des voyages également. Alors Twitter, là, on est plutôt sur du politique et de l'actualité. Donc a priori, je conseillerais pas Twitter pour un commerce de détail ou un Horeca. Et alors LinkedIn, là aussi, c'est plutôt professionnel. Et là, c'est intéressant d'y être pour vous en tant que personne, mais pas forcément pour votre commerce, sauf si vous êtes vraiment actif dans le B2B. Mais en tant que personne, c'est évidemment pertinent de vous identifier, vous, comme étant responsable d'un commerce ou gérant d'un établissement Horeca. Au niveau des réseaux sociaux, ce que je vous conseille pour vraiment définir votre contenu et votre stratégie à ce niveau-là, c'est d'analyser les meilleures publications et la façon dont elles génèrent le plus d'interactions. Et donc ça se fait via les statistiques. Alors malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais simplement sur Facebook et sur Instagram, vous avez rapidement et facilement accès à vos statistiques. Et c'est intéressant d'y jeter un œil sur base régulière, c'est-à-dire idéalement une fois toutes les semaines, au mieux une fois par mois, mais ça vous permet vraiment d'obtenir des informations sur ce qui a fonctionné le mieux et ça vous permet aussi d'adapter vos contenus pour la suite, puisqu'évidemment l'objectif d'une présence sur les réseaux sociaux, c'est de générer des interactions avec le public, c'est de générer des questions, etc. Et au final, évidemment, de le faire venir dans votre point de vente. Mais pour pouvoir avoir une idée de ce qui fonctionne le mieux, les statistiques, c'est vraiment révélateur de cela. Autre conseil aussi, c'est de maintenir vos informations de contact à jour, puisque c'est vrai que via les réseaux sociaux, les gens vont s'informer de si vous êtes ouvert ou non et de quels sont vos horaires d'ouverture. Ici, je vous ai repris un exemple de Human. Alors, ça date du deuxième confinement, enfin du deuxième et demi, au moment où les commerces de détail étaient repassés à une ouverture uniquement sur rendez-vous. Et donc, Human en fait avait mis à jour ses horaires d'ouverture avec des jours de fermeture et des jours d'ouverture pour réceptionner le click and collect. Enfin, donc effectivement, quand il y a des situations qui sont incertaines au niveau de la fermeture ou non de votre établissement, c'est important de garder ça à jour via les réseaux sociaux. C'est aussi important de le faire durant, par exemple, les périodes d'ouverture ou de fermeture estivale, puisque c'est vrai que là, on sort de la période d'été, mais donc il y a eu beaucoup de congés annuels. Et donc, c'est très important de les communiquer via les réseaux sociaux, puisque ce sont des informations qui sont recherchées par le public et qui vont être en général consultées. Donc maintenant, vraiment maintenez à jour vos informations en termes d'heures d'ouverture sur votre page Facebook et aussi via Instagram en le mentionnant dans votre biographie. Et alors évidemment, un autre réseau social que je n'ai pas encore mentionné, mais qui pourtant en est un, c'est Google My Business. Et Google My Business, donc c'est un réseau social sans en être un, mais je crois qu'il est de plus en plus utilisé pour publier du contenu et des mises à jour. Mais on va dire que à l'heure actuelle, son utilisation principale, c'est pour avoir accès à votre adresse exacte en termes d'implantation et aussi et surtout à vos horaires d'ouverture. Et puis alors après, via cette fiche, ça permet à l'internaute d'accéder à votre site web et d'avoir accès éventuellement à votre numéro de téléphone si besoin. Donc, c'est très important sur Google My Business de maintenir vos horaires d'ouverture à jour puisque c'est un des canaux d'acquisition principal quand une personne fait une recherche via Google. Elle va souvent consulter votre fiche et vos horaires d'ouverture et se rendre ou non dans votre commerce en fonction de ça. Et c'est vrai que c'est assez frustrant pour un client de se déplacer jusqu'à chez vous parce qu'il a vu que vous étiez ouvert via Google My Business et de finalement trouver porte close. Donc, s'il y a un changement d'horaire, indiquez-le. Et donc, enfin, comme sur Facebook, vous pouvez, si vous êtes en période de fermeture estivale, indiquer que vous êtes fermé via l'option fermeture temporaire. Donc, utilisez-la. Et si vous avez des horaires réduits durant une certaine période, mettez-les à jour aussi. Donc, c'est vraiment très, très important. Et en plus, le fait de mettre à jour ces horaires d'ouverture, ça vous permet, on va dire, de bénéficier d'une meilleure visibilité sur Google et donc d'être mieux référencé. Donc, on va dire que c'est une manière de vous inciter à le faire, au-delà de le faire pour vos clients, faites-le aussi pour Google.
Donc là, j'ai repris l'exemple de nouveau avec Human. Donc pour que, si vous ne savez pas ce que représente Google My Business, en fait, Google My Business, c'est cette fiche qu'on retrouve quand on tape le nom d'un commerce ou quand on fait une recherche sur Google Maps, qui permet vraiment d'indiquer toutes vos coordonnées complètes. Et donc, l'information essentielle et qui est la plus utilisée par les clients, ce sont les horaires d'ouverture. Et donc, de nouveau, j'ai repris l'exemple de Human qui avait mis à jour ses horaires d'ouverture durant cette période de deuxième confinement. Alors, autre outil, autre élément pour avoir une visibilité en dehors de votre commerce, une visibilité au niveau digital, c'est évidemment de disposer d'un site web. Donc ça, de nouveau, je vais être très brève, même si ça mériterait une présentation à part entière. Mais donc le site web, ça vous permet à la fois de répondre aux questions que les internautes se posent, de manière à compléter aussi votre présence sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, l'avantage de posséder un site web, c'est que c'est vous qui êtes maître du contenu, c'est que c'est vous qui êtes maître de l'agencement, de la structure et des informations que vous allez mettre sur ce site. C'est aussi une excellente manière de renforcer votre identité de marque et de renforcer votre identité visuelle, puisque le site web, il va être à votre image. Et donc, de nouveau, j'en reviens à la définition de votre logo et de votre identité visuelle, puisqu'il doit la respecter, évidemment. On doit retrouver votre logo dessus. Idéalement, votre site web respecte vos couleurs, votre charte graphique et vos typographies. Et donc, vous avez la maîtrise de l'information, vous pouvez y mettre ce que vous souhaitez. Et l'autre élément aussi évidemment important, c'est qu'un site web, ça vous permet d'être visible sur les moteurs de recherche. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une partie de la population qui fait ses recherches via les réseaux sociaux. Mais majoritairement, quand on se pose une question, le réflexe, c'est de se tourner vers Google et de poser la question à Google. Et donc, l'intérêt d'avoir un site, c'est à la fois d'être visible pour sa clientèle qui vous connaît, mais c'est aussi de pouvoir être visible pour une clientèle qui ne vous connaît pas encore et qui va faire une recherche via Google. Et si vous pouvez répondre aux besoins qui est lié à cette recherche, eh bien, le fait que votre site soit bien référencé, ça va vous donner la possibilité d'apparaître dans les résultats de recherche et donc d'en fait d'apparaître comme étant une réponse à la question que se pose l'internaute. Donc le site web, s'il est bien référencé, enfin le site web, s'il est bien construit, c'est important, mais s'il est bien référencé, c'est encore plus important, puisque c'est ça qui va vous permettre vraiment d'aller chercher cette clientèle supplémentaire et d'aller toucher un public qui ne vous connaît pas encore. Et en fait, une fois qu'il vous aura découvert via une recherche sur Google et via votre site, c'est là qu'il va potentiellement alors se rendre sur vos réseaux sociaux et s'abonner à votre actualité. Donc le site web, ça peut être un site web vitrine, donc c'est-à-dire un site web qui reprend vraiment des informations, on va dire figées sur votre offre de produits, sur votre localité, sur vos horaires d'ouverture, avec quelques notions aussi liées à vos valeurs et qui est la personne derrière le projet. Donc c'est un site web qui va être plutôt simple, épuré, mais qui va diffuser quand même une information utile. Vous pouvez aussi mettre en place un service de click and collect. Donc là, dans ce cas-là, c'est important d'intégrer évidemment le catalogue de produits et vous pouvez prendre le parti d'offrir à la personne la possibilité de réserver un produit via votre site et de venir le chercher dans votre point de vente. Ça, c'est une manière vraiment d'attirer le client, en fait, de mixer le confort de l'e-commerce, mais de quand même ne pas vous contraindre avec avec des solutions de paiement en ligne ou en tout cas avec des solutions de livraison, d'obliger en fait le client à se déplacer jusqu'à chez vous pour réceptionner le produit. L'avantage s'il se déplace jusque chez vous, c'est que vous pouvez aussi proposer un service de vente complémentaire sur place. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi évidemment faire de la vente en ligne. Et donc là, à l'heure actuelle, la question se pose de plus en plus, et c'est vrai qu'avant avant la crise du coronavirus, la vente en ligne, c'était pas forcément un automatisme pour un point de vente physique, mais avec les deux confinements qu'on a vécu, c'est un peu devenu enfin, je vais pas dire indispensable, mais c'est devenu en tout cas un véritable levier de vente et de visibilité. Et c'est aussi quelque chose qui est plus intégré dans le comportement des consommateurs. Et donc, pour répondre à la question s'il faut intégrer la vente en ligne, ça peut évidemment être lié à vos préférences à vous. Si pour vous c'est clair qu'il faut le faire, alors j'ai envie de dire foncez, puisque c'est quelque chose qui s'intègre dans la visibilité, la vision que vous avez du développement de votre projet, c'est très bien. Et s'il y a une hésitation, là, j'en reviens à la connaissance de votre clientèle et donc du buyer persona. C'est important de se poser la question de savoir si votre clientèle, est-ce qu'elle consomme en ligne, est-ce qu'elle a envie de consommer en ligne, et si oui,
interrogez-la pour savoir si ce serait quelque chose qu'elle utiliserait ou si elle souhaiterait privilégier plutôt le point de vente physique et si oui, est-ce qu'un mix des deux serait utile. Mais en tout cas, clairement, à l'heure actuelle, à mon sens, la vente en ligne, c'est devenu quelque chose de vraiment très porteur et très intéressant. Et ça peut être bénéfice, enfin, ça peut en tout cas vous apporter du bénéfice, même en tant que point de vente physique, puisque c'est quelque chose de complémentaire et qui est à voir vraiment comme un canal de vente supplémentaire qui peut vous permettre d'attirer aussi une clientèle qui se trouve en dehors de votre zone géographique proche. Et donc au niveau, pour de nouveau faire le lien avec les réseaux sociaux, au niveau donc évidemment d'un service de click and collect ou de vente en ligne, vous pouvez bien évidemment communiquer sur ce dernier via les réseaux sociaux et mettre en avant ces différents services. Donc ici j'ai repris des exemples de Wide Awake Coffee qui a un site web de vente en ligne. Donc, il propose du café torréfié à Bruxelles et qui est implanté rue de Flandre et qui propose aussi donc de la vente en ligne. Ils avaient mis durant le deuxième confinement en place une subscription box. Pardon, ils l'avaient mis durant l'été en place, mais ils en faisaient la promo durant le deuxième confinement. Donc, malgré le fait que vous disposiez d'un point de vente physique, la vente en ligne, ça peut tout à fait être intéressant pour vraiment toucher un autre type de clientèle et surtout élargir le public. Mais évidemment, c'est important de le communiquer sur les réseaux sociaux. Et alors aussi, au niveau de nouveau un autre exemple, au niveau de biscuits, qui proposent donc des biscuits artisanaux fabriqués à Bruxelles. L'équipe de biscuits fonctionnait par click and collect, principalement avec une livraison dans des points retrait. Mais donc elles faisaient leur système de commande en ligne se faisait via un formulaire, donc c'était pas un web shop à part entière, c'était vraiment un formulaire pour passer commande. Et une fois qu'on avait passé commande, le paiement se faisait via virement bancaire. Et puis alors on se faisait livrer dans un point de retrait ou alors on choisissait le click and collect. Mais donc c'est important évidemment de communiquer sur ces différentes manières de pouvoir passer commande via les réseaux sociaux. Et donc pour éventuellement aller encore plus loin en termes de visibilité et de notoriété de votre commerce au-delà de celui-ci, évidemment vous pouvez vous impliquer dans la vie locale et c'est vrai qu'il existe pas mal d'associations de commerçants dans les différents quartiers et le fait d'y être actif ou en tout cas de collaborer avec d'autres commerçants et de créer des liens avec les commerces alentours, ça permet aussi d'augmenter votre visibilité et bien évidemment de faire des événements croisés, d'organiser aussi par exemple des concours qui sont mutualisés via les réseaux sociaux. Et ça permet vraiment de vous implanter aussi et de toucher un autre type de clientèle ou en tout cas qui est sensible à cet aspect de proximité. Et bien, il y a évidemment la communication avec la presse, communication avec la presse qui vous permet de vous faire connaître à travers les médias et donc d'élargir aussi votre cible, en tout cas, votre clientèle cible. Ici, je vous ai mis quelques outils pour conclure, notamment si vous êtes dans une phase de développement ou de remaniement de votre logo, il existe notamment behance.com qui répertorie vraiment pas mal d'exemples de création de supports visuels. Donc ça peut être intéressant aussi si vous avez déjà une identité visuelle mais que vous voulez développer un flyer ou une carte de visite avec un format original. Donc sur Behance, il y a pas mal d'inspiration. C'est assez intéressant. Si vous vous demandez où trouver des images pour illustrer notamment vos publications sur les réseaux sociaux, votre site web ou pour un flyer, ici j'ai remis aussi quelques exemples de sites, donc notamment il y a Pixabay, Unsplash et Pexel qui sont des banques de données d'images gratuites. Et alors il existe aussi, enfin il en existe d'autres évidemment, je n'en ai repris que quelques-unes. Et alors il existe aussi des banques de données d'images payantes, et là j'ai repris notamment Shutterstock qui est vraiment bien. Si vous voulez retoucher vos images, mais que vous n'avez pas de logiciel comme Photoshop ou autre, il existe pixlr.com. En fait, c'est un équivalent de Photoshop gratuit. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur et il existe aussi en version mobile. Pour créer des infographies en ligne gratuitement, il y a l'incontournable canva.com, qui permet aussi de créer des visuels pour les réseaux sociaux, éventuellement pour votre site web, pour une newsletter, et qui permet aussi de faire la mise en page assez simple de cartes de visite, de flyers ou autre. Donc ça peut être pas mal de l'utiliser. Et donc pour conclure,
mais que retenir, c'est que la localisation d'un commerce, c'est évidemment important, mais c'est étroitement lié à la visibilité de ces derniers. Et donc, plus vous serez visible à différents niveaux via différents canaux de communication, plus vous aurez d'opportunités d'attirer et de fidéliser votre clientèle. Donc c'est important de communiquer pour être visible et pour augmenter votre notoriété. Donc cette communication, on l'a vu, ça peut se faire via les réseaux sociaux, via le site web, via l'implication dans la vie locale, mais aussi via le développement de supports print et autres. Donc combiner vraiment communication de terrain et communication digitale. Pensez à diversifier vos actions et à tester aussi de nouvelles choses. Et alors évidemment, savoir sous-traiter quand ça s'avère utile, c'est important, parce que c'est vrai qu'on a parlé du développement d'un logo, donc ça, je conseille quand même toujours de passer par un professionnel. Pareil pour la création d'un site web, vous pouvez évidemment le faire vous-même, parce qu'il existe des plateformes comme Wix.com ou éventuellement comme WordPress qui vous permettent éventuellement via un template de faire quelque chose de tout à fait correct, mais ça reste un métier et c'est quelque chose qui prend du temps. Donc savoir sous-traiter, c'est important aussi. Et puis ce qui est important aussi, c'est de mesurer ses actions et de regarder ses statistiques pour pouvoir en tirer des conclusions et pour pouvoir évidemment aussi adapter ses contenus et sa communication par la suite. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que ça a été compris et intéressant et je vais maintenant laisser du temps pour répondre aux questions, s'il y en a. Merci Laurine. J'ai rallumé ma webcam en me disant qu'on pouvait peut-être retester, voilà, pour voir si la connexion est meilleure. Je vais faire Donc pareil. voilà. C'est quand même plus sympa de se voir, même si malheureusement, en tant que enfin, les participants, on ne peut pas vous voir, mais par contre, vous pouvez vraiment poser vos questions par écrit. Éventuellement, on peut aussi activer votre micro si vous le souhaitez. Donc ça, n'hésitez pas à éventuellement lever la main virtuelle et je peux activer un micro pour prendre une question oralement. Alors, il y a une question par rapport concernant Instagram, Laurine. Mhm. Question un peu technique pour savoir quelle est la différence entre taguer son client sur la photo ou le taguer dans la description. Alors en fait, quand on tag la personne sur la photo va apparaître sur son profil. En fait, c'est-à-dire que dans l'onglet, enfin quand on est sur Instagram, quand on est sur le profil d'une personne sur Instagram, il y a un premier onglet qui se situe à gauche avec les photos de son fil d'actualité à lui. Il y en a un au milieu. Si je me trompe, je vais reprendre l'exemple sous les yeux pour être sûr. Ah non, en fait, il y en a deux. Donc, vous avez soit à gauche, vous avez le petit carré avec la grille, et à droite, vous avez en général un carré avec une petite personne qui est identifiée dedans. Et donc, si vous allez sur cette partie sur ce profil, donc sur la partie avec la petite personne qui est identifiée dedans, si un utilisateur Instagram est tagué sur une photo, la photo va se retrouver là. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle va être visible sur son profil à lui. Alors que si la personne est, on va dire, simplement mentionnée sur une publication, la personne en question va recevoir une notification comme quoi elle a été mentionnée dans le post, mais ça va s'arrêter là. Donc en fait, en termes de visibilité, ça crée plus d'interaction, on va dire, de taguer la personne sur la photo. Et la mention dans le poste va simplement créer une notification chez lui pour lui dire qu'il est mentionné, mais ça n'ira pas plus loin. Mais bon, en général, quand on reçoit une notification comme quoi on est mentionné dans un poste, on va le voir. Mais donc, c'est un peu plus du one-shot qu'un tag ou une identification sur la photo. Donc, c'est ça la différence. Mais en général, en fait, on peut faire les deux. Donc, voilà. Ça répond à la question. J'ai l'impression, mais oui, effectivement, la personne Elodie confirme que ça répond à sa question. Moi, j'avais une question par rapport à un Oreca dont la vitrine malheureusement est très peu visible, donc où il n'y a pas réellement de vitrine sur toute la façade. Voilà, parce que le bâtiment, par exemple, est classé et donc on peut pas, voilà, on peut pas faire des agrandissements. Dans Mhm. ce cas précis, est-ce qu'il y a des conseils qui te viennent en tête? Donc,
comment quelque part pallier à ce manque de visibilité ou quelque part quand on passe devant, on ne sait pas dire quel type d'activité il y a à l'intérieur exactement, quoi. Oui. Là, dans ce cas-là, en général, ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est plus les visuels grand format qu'on va mettre devant le bâtiment. Ça, évidemment, c'est lié à une autorisation, enfin, en fonction de la commune, à une autorisation. C'est que là, ce que je conseille souvent, c'est soit d'avoir un beach flag, ou alors il y a le stop trottoir aussi, mais ça, c'est plus quand l'établissement est ouvert. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et bien mettre, enfin voilà, bien mettre en avant aussi une affiche sur la porte d'entrée, pour aussi attirer le regard. Euh, oui, c'est le plus grand, on va dire. Euh, Oui, c'est ça, c'est vraiment d'amener la communication à l'extérieur du bâtiment un maximum, quoi. Alors, moi, je ne oui, je t'entends. réfléchis si je pense à d'autres choses spontanément, mais c'est ce qu'on voit le plus. Pardon. Ok, merci. Alors, on a encore le temps de prendre des questions si vous le souhaitez. Si pas, on va en rester là. Ok, il y a pas de questions qui arrivent. Maintenant, voilà, vous pouvez toujours contacter l'équipe retail hein, de Hub Brussels Tout à fait. euh, pour, euh, pour des conseils, pour un accompagnement, etc. Euh, voilà, donc effectivement, il y a une personne qui demande si Hub propose des coachings euh, pour les commerçants. Donc oui, c'est bien le cas. Oui, tout Corinne, à tu veux fait. dire un petit mot là-dessus, sur éventuellement les conditions, les moyens de contact. Je pense que tu l'avais dit en début de présentation, mais ça vaut peut-être la peine de le rappeler du coup. Oui, donc les conditions de l'accompagnement, c'est d'avoir un projet d'ouverture de commerce en région de Bruxelles-Capitale ou d'avoir un commerce qui est déjà ouvert mais qui est implanté en région de Bruxelles-Capitale. Si c'est un projet d'ouverture, on travaille sur base d'un business plan ou d'une ébauche de business plan ou d'un document de présentation. Donc en fait, pour que le coaching débute, il faut que le coach ait une base en fait de présentation du projet. Et alors donc c'est gratuit évidemment et la porte d'entrée pour bénéficier de l'accompagnement, c'est le mail, enfin c'est le oui, c'est d'envoyer par email, une demande avec le business plan, idéalement en pièce jointe et donc l'adresse email c'est retail@hub.brussels. Merci Laurine. Je mets l'adresse mail dans le chat. Voilà. Magnifique. Voilà. Et donc, si vous le souhaitez, donc dans une demi-heure, on a le webinaire suivant sur plus l'aménagement durable des commerces. Donc ça, si vous êtes commerçant ou RECA, que vous êtes intéressé par aménager de manière durable, donc respectueuse de l'environnement, on a donc le webinaire qui commence à 11h15. Et donc, je vous retrouve dans une demi-heure environ. Voilà. Pour les autres, je vous souhaite voilà, une bonne journée, un bon week-end. Merci Laurine. Merci à toi et bonne journée à tous et bon week-end.